Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Entre le Mali et la France, les relations sont loin d'être au beau fixe. Après les nombreuses tensions nées entre les deux pays, les autorités maliennes ont pris des décisions fortes vis-à-vis de la France. Le pays d'Emmanuel Macron n'a donc eu d'autre choix que de plier bagages. Mais malgré le départ, il semblerait que la France continue à s'intéresser au Mali. Au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou, le jeudi 21 juillet, le général français, Laurent Michon, a déclaré que le groupe paramilitaire privé Wagner exploite des mines d'or au Mali. Mais comment comprendre cette campagne anti-russe menée par la France au Mali? Suivons maintenant le décryptage de la situation, par Albert Anatolaïssi, qui est sur le plateau de Steve Jocelyn-Goss. Suivons. Une autre grande interrogation du jour, Sahel, campagne anti-russe au Mali, Paris et l'ONU dans la délinquance géopolitique. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Je me reprends. Sahel, campagne anti-russe au Mali, Paris et l'ONU dans la délinquance géopolitique. C'est notre interrogation du jour. Alors que les forces françaises finalisent leur retrait du Mali, le commandant de l'opération militaire Barkhane accuse le groupe russe de s'en prendre aux pays d'Afrique de l'Ouest. Et chaque fois, on parle toujours de Wagner. Mais lorsque les autorités françaises, on leur pose la question qui est Wagner, eh bien, tout de suite, tout le monde en brèche. Le général Laurent Michon a porté des allégations à l'encontre des mercenaires russes, c'est ce qu'il déclare. Il a également avancé que le Mali a pris des mesures pour exploiter des sites aurifères pour Wagner. De quoi se mêle-t-on? Le code minier a changé depuis et désormais, après la première dose gratuite et la deuxième dose gratuite offerte par le dealer, il se trouve qu'un certain nombre de dispositions sont prises pour exploiter 3 sites précis d'or par Wagner et donc maintenant, il va falloir commencer à payer. Ça s'appelle la prédation sonnante et trébuchante, a déclaré le général Laurent Michon. Pourquoi se mêle-t-il de cette affaire? Apparemment, le voleur se sent volé. La France accuse finalement aujourd'hui les autorités maliennes de s'être tournée vers des agents militaires russes pour l'aider dans sa lutte contre le djihadisme. Jusque-là, c'est toujours, on va le dire comme ça, la façon de parler des Français. La France ramène actuellement du matériel via le Niger voisin. Nous avons procédé au retrait en bon ordre de tous nos camarades européens. C'est fait, il nous reste à terminer le retrait de la force Barkhane, après Gossi, après Ménaka, dans cet ordre-là. Il nous reste à quitter Gao, qui est le défi logistique le plus important, et nous aurons fini à la fin de l'été. Je bascule sur la suite de Barkhane, le mode souhaité par les autorités françaises, à savoir être en soutien à la force sur le volet sécuritaire et développement des capitales qui le souhaitent. Ce n'est pas nouveau, mais c'est une réaffirmation que la lutte contre le terrorisme n'est évidemment pas militaire. A ajouté Laurent Michon, commandant de la force anti-djihadiste française Barkhane, nous dit-on, les hommes qui n'ont jamais tué un seul djihadiste. Les relations franco-maliennes ont commencé, on va le dire à s'envenimer, après qu'un coup d'état militaire, bon, on va le dire ainsi, et que Laurent, on va le dire ainsi, que Assimi Goïta ait pris le pouvoir. Jusqu'à preuve de contraire, les autorités françaises continuent à appeler les autorités maliennes de juntes qui ignorent les appels en faveur de la France. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Sahel, campagne anti-russe au Mali, Paris et l'ONU dans la délinquance géopolitique. En tout cas, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi. Il est journaliste d'investigation et surtout le directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jocelyn-Goss. Bonjour aux techniciens de Panafricanisme TV qui font un travail remarquable en dépit des dynamiques, n'est-ce pas, de tentatives de musulmans que vous connaissez, n'est-ce pas, qui sont perpétrées par qui vous savez, l'ambassadeur de France au Cameroun, qui fait des pieds et des mains. Et ce qui est curieux, c'est que partout, justement, dans l'espace francophone, c'est toujours les diplomates de ce pays-là qui se plaignent, n'est-ce pas, qui corrompent, oui, qui font dans la délation, et ils sont imprimés à investir la victimisation, comme quoi il y a un sentiment anti-français sur le continent africain. Merci pour l'invitation, mais comme d'habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule, n'est-ce pas? Pour indiquer quoi? Pour indiquer que dans le contexte de la visite, n'est-ce pas, de Jupiter dans mon pays, le Cameroun. Jupiter devenu Vulcain. Oui, tout à fait. Il peut être Mars, ça ne nous intéresse pas. Alors, dans mon pays, le Cameroun, on va soulager le trésor public des milliards de francs CFA pour
recevoir, pour organiser l'accueil de quelqu'un qui représente un État qui nous pille et qui n'a pas de revient, qui surfacture ses prestations, qui les finance et ça revient par la voie de le couloir, ça vient par le couloir de l'agent français de développement, ça repart par le même circuit, sous la forme de surfacturation, et quelquefois exonéré d'impôts et des taxes, des différentes taxes. Donc, je pense que, comme il arrive là, je crois qu'il est important quand même qu'ils prennent en compte le fait que, comme ils viennent souvent en aide sur le continent, aux États africains, il parlent de l'aide financière que nous n'avons jamais vue, que nous, comme des mortels, en tout cas je parle des masses populaires, des classes populaires que vous et moi nous représentons, on n'a jamais vu un centime de cette aide-là, mais bien au contraire, on voit tous les jours des billes de bois traverser, n'est-ce pas, nos différentes villes pour débarquer à Paris. Nous voyons tous les jours justement les cargaisons de nos matières premières débarquer au port de Marseille et consorts. En tout cas, merci une fois de plus de l'invitation. Très heureux de vous avoir, hein, Albert Anatola, ici encore aujourd'hui. Eh bien, vous parlez tout à l'heure de victimisation et surtout de plainte. Eh bien, je vous sers une nouvelle plainte. Elle nous vient tout droit du Mali. Et surtout, c'est le général Laurent Michon, le commandant de l'opération militaire Barkhane, qui accuse le groupe russe Wagner, on ne sait pas ce que ça signifie, de s'en prendre au pays de l'Afrique de l'Ouest en pillant de l'or. J'aime toujours commencer mes analyses thématiques en m'inspirant soit du factuel, soit des éléments historiques. En ce qui concerne les éléments historiques, je voudrais vous plonger dans les crimes coloniaux de la France, notamment en Afrique francophone, c'est-à-dire au Katanga, au Congo, dans la guerre du Biafra, au Nigeria, et surtout, pas très lointain, à une époque pas très lointaine, au Rwanda, en 1994. Lorsque nous revenons au Katanga, au Congo, et dans la guerre du Biafra, qui sont les barbouzes comment est-ce qu'on appelle les barbouzes que Paris utilisait, envoyait là-bas? Ce sont des mercenaires. Ah, c'était des mercenaires. Oui. Bon, je vous passe le contexte rwandais dans le cadre du génocide que vous connaissez et qu'ils ont au moins reconnu, mais qui refusent de reconnaître. Et ils refusent de reconnaître par contre le génocide colonial, c'est-à-dire les assassinats, c'est-à-dire le génocide humain. On va justement à la guerre en Syrie, qui combattait à côté des forces multinationales unisiennes. Les mercenaires français? Non, c'est Wagner. C'est Wagner. C'était Wagner. C'est-à-dire que Wagner combattait à l'autre côté. Là, il ne s'appelait pas des mercenaires, ce n'était pas des mercenaires. Du côté, dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui sont ces combattants politiquement appelés les combattants volontaires qui se battent aux côtés des néo-nazis ukrainiens? Ce n'est pas des mercenaires. Mercenaires. Mais ils vous disent que ni l'Union européenne, l'OTAN, ni les États-Unis ne sont officiellement engagés en guerre contre la Russie, en Ukraine, n'est-ce pas? Mais ils fourguent les armes, ils fourguent de l'argent, ils fourguent même les hommes. Mais vous dites qu'ils ne sont pas en guerre. Nous sommes coutumiers des manipulations. Mais sauf qu'aujourd'hui, la classe politique, je ne sais pas de l'élite panafricaine actuelle, n'est plus manipulable. Barkhane est allié et au Sahel, et plus particulièrement au Mali depuis quelle année? Je ne sais pas, c'est depuis 2011, 2010. Si je me souviens, non, 2013. Depuis 2013. Avec quoi Paris exigeait, je veux dire, il faut qu'on devienne calme. Lorsque Paris envoyait sa facture de prestations militaires à Bamako, avec quoi était-il payé? En francs CFA? En or. Était-il payé en cola? Ou bien c'était le troc?
Vous voyez, ces gens, ils ont l'art d'accuser justement les autres de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. J'ai eu à vous dire dans une autre tribune que l'engagement de Barkhane et alliés au Mali coûtait pas moins d'1 milliard de francs CFA. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique au trésor malien. Et puisque c'était encore plus exorbitant, c'était compensé par des matières premières. Mais lorsqu'aujourd'hui, vous constatez que, après qu'on ait botté le cul, n'est-ce pas, de Barkhane et des alliés, du côté du Mali, et que Paris, qui pensait que c'était un scénario impensable, qui se soit réalisé, commence à crier, à traiter d'illégitime et d'illégal, n'est-ce pas, les autorités, je veux dire le pouvoir de Bamako. Vous voyez donc qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas traiter un pouvoir d'illégitime alors que vous avez les contrats sur place, vous avez vous multinationales qui sont sur place. Ça veut dire que soit vous êtes un mercenaire, donc vous êtes complice du mercenariat, soit vous êtes un menteur, donc un imposteur. Donc voilà la réalité. Aujourd'hui, vous avez dans le porte-parole, n'est-ce pas, de Barkhane, dans le contexte du départ de Barkhane du territoire malien, ce qui n'est pas fortuit, de telles déclarations, ne vous attendez pas à ce qu'il vous récite des poèmes, n'est-ce pas, non? De ce côté-là, dans ce contexte-là, ils vont d'abord, après avoir traité les autorités maliennes de tous les noms d'oiseaux, maintenant ils accusent les instructeurs de tous les noms d'oiseaux, leur attribuant des crimes imaginaires, peut-être réels. Vous vous attendez à quoi? À un narratif objectif? Non. Vous ne pouvez pas demander conseil à votre rival. C'est comment ça fonctionne. Comme je l'ai dit, et pour redevenir très sérieux, vous constatez aujourd'hui que la nouvelle posture, ou la posture politique et géopolitique adoptée par les autorités de transition maliennes a totalement bouleversé justement les cartes de ce côté-là. A pratiquement surpris l'oligarchie dirigeante de Paris qui pensait qu'ils étaient en terrain conquis, comme ils ont l'habitude de prétendre qu'ils sont dans le précaré, et que c'était le même contexte de Ibeka Bouaka et Ibn Bouaka Keïta, à qui Jupiter pouvait humilier, il pouvait débarquer, n'est-ce pas, sur une partie du territoire malien et demander à Ibeka de le retrouver là-bas pour la revue de tout. Mais le contexte n'est plus le même. Et vous allez constater, comme moi d'ailleurs, que depuis que Bamako a engagé ses bras de fer géopolitiques et diplomatiques avec Paris, ils ont essayé plusieurs coups d'État, plusieurs tentatives de coups d'État. Ils subissent le bashing diplomatique. Ils ont subi des embargos, des sanctions de leurs amis, de leurs supplétifs locaux. Je parle d'Assi Diao, avec le brigand en chef que vous connaissez du côté de la Côte d'Ivoire. C'est ça donc les méthodes de Paris. C'est-à-dire que quand c'est eux qui entretiennent des mercenaires sur un territoire, on leur trouve un nom, une dénomination politiquement correcte. Mais dès lors que vous faites exactement la même chose, le narratif change, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Pour terminer, il s'agit du Mali. Un État indépendant et souverain, comme la plupart des États africains qui aspirent à cette souveraineté réelle. Qu'on soit ou pas d'accord avec Assimi Goïta, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ne l'aime pas, M. Choguel Maïga, puisqu'il y a un débat là-dessus, il ne s'agit pas des individus ici, il s'agit du peuple, il s'agit du Mali, de l'État malien, qui est souverain, qui est indépendant et qui a besoin de fixer le cap de son avenir. Ce n'est pas Paris ou Macron, Jupiter, le Drian, les autres, ou bien la nouvelle Christine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires européennes et étrangères,
qui va venir dire aux autorités maliennes ou bien aux Maliens ce qu'ils doivent faire de leur pays ou bien de leur bien. Mais attendez un peu. Si moi j'ai mon plantain, je veux dire, ou bien mon macabo dans mon champ, mais écoutez, j'ai le droit et la liberté de le donner à qui je veux. Il n'appartient pas aux voisins de s'offusquer de ce que je donne de mon régime de plantain, de ma bannière à M. Steve Zenogos. Mais pourquoi est-ce que Paris, le fameux général porte-parole de Barkhane veut s'offusquer de ce que les autorités maliennes payent, n'est-ce pas, la sécurité du Mali contre l'or? Il ne parle pas de payer, non. Il parle justement de pillage. Non. Je crois que... Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Barkhane est allé depuis Takuba, depuis... On a des images depuis de 2013. pied. Ils faisaient quoi là-bas depuis? Nous avons donc maintenant les résultats avec Wagner. Nous avons donc les résultats avec Wagner, qui a combattu aux côtés justement des Français en Syrie. Nous avons les résultats. Aujourd'hui, vous avez eu plusieurs attaques qui ont été, plusieurs tentatives de coup d'État, plusieurs attaques terroristes qui ont été déjouées. Mais si Barkhane serait encore sur le territoire, n'est-ce pas, malien, ce qui s'est passé il y a quelques jours du côté des Kati aurait prospéré, aurait été un carnage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une adhésion populaire à l'endroit, non seulement des autorités maliennes, mais de la politique de sécurisation totale du territoire malien par les Maliens. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des dynamiques, ce que vous appelez les partis politiques, vous avez la société civile, vous avez quelques leaders religieux qui veulent, qui profitant de leur tribune, veulent manipuler, instrumentaliser une partie du peuple malien. Non. Il ne s'agit pas des individus, il s'agit des intérêts supérieurs de l'État malien. Albert Natola, ici je vais vous donner d'ailleurs la teneur de la déclaration du général Laurent Michon. Il dit, je cite, « Le code minier a changé depuis et désormais après la première dose gratuite et la deuxième dose gratuite offerte par le dealer, il se trouve qu'un certain nombre de dispositions sont prises pour exploiter 3 sites précis d'or par Wagner et donc maintenant il va falloir commencer à payer. Ça s'appelle la prédation sonnante et trébuchante. » Fin de citation. Est-ce les pleurs d'un enfant qu'on a chassé? Non, il s'agit des pleurs d'un voleur. C'est une lamentation d'un voleur. Je vous ai dit que le criminel n'aime pas qu'on reprenne ce qu'il fait. Je vous ai dit que les dirigeants français, dans le contexte de la libération de leur pays par ce qu'ils ont appelé les tirailleurs sénégalais, du nazisme allemand, ou de Hitler si vous voulez, ils ont reproduit exactement ce qu'ils ont vu ou vécu de Hitler des États-Unis, puisque actuellement, toute l'Union européenne est pratiquement le caniche des États-Unis. Donc, ils reproduisent les mêmes méthodes, les mêmes scénarios dans d'autres contrées où ils se revendiquent comme étant, comme ayant été des colonisateurs, comme ayant le droit de propriété. Donc, lorsque vous reproduisez, la preuve c'est qu'ils ont l'habitude de mener des guerres, des opérations, je veux dire des opérations militaires à l'extérieur, très loin de leurs frontières, des milliers de kilomètres de leurs frontières, je ne dis pas des frontières européennes. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas d'indignation, ni objective, ni sélective. Ça ne pose aucun problème dès lors que ça se passe à des millions de kilomètres de leurs frontières. Mais dès lors maintenant que ça se passe sur leur propre territoire, notamment en ce qui se passe actuellement du côté de l'Ukraine, vous voyez la déferlante des indignations que vous enregistrez, la déferlante de condamnation que vous enregistrez, la déferlante de sanctions que vous enregistrez contre la Russie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces méthodes sont mauvaises. Quand ça peut s'appliquer aux autres, c'est normal, mais quand ça s'applique à eux, c'est très mauvais. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour revenir à votre question, la question c'est de savoir, est-ce que l'intervention française et alliée au Sahel était gratuite? Au Mali, pratiquement au Mali, c'était gratuit, non? Non. Du point de vue juridique, il y a un vide. Maintenant, du point de vue diplomatique,
vous avez des soldats qui ont un statut de diplomate. Ça veut dire qu'un soldat de Balkan, de Takuba, peut violer une Malienne, peut violer un enfant. Il est protégé par le statut, n'est-ce pas, d'immunité que lui confère justement l'ONU, à travers la chaîne de l'ONU, que lui confère donc son arrivée là-bas. Quel que soit les crimes qu'il peut avoir commis, comme ce fut le cas en République centrafricaine, avec le viol des enfants, comme ça a été le cas du côté du Mali, où vous avez eu des exactions qui sont appelées des bavures, quelquefois qui n'acceptaient même pas, qui n'acceptaient pas, qui n'admettaient pas et qui n'assumaient pas. Donc finalement, Paris et l'ONU sont dans la délinquance géopolitique. Bien évidemment. Lorsque je le dis, quand je dis oui, je voudrais également vous plonger dans le contexte libyen en 2011. Mais Sarkozy allait chercher le mandat de qui? Sarkozy allait chercher le mandat de l'ONU pour des faits qui n'étaient pas avérés. Pour des faits, pour de la manipulation géopolitique. On vous a dit que Kadhafi, c'était un dictateur, n'est-ce pas? Oui. Et qui tuait son peuple. On a vu les images, un peu comme on a vu la preuve, n'est-ce pas? Les armes de destruction massive en Irak, à l'ONU. Mais l'ONU, c'est une institution criminelle, au même titre que l'OTAN. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais vous pouvez me dire, quelles sont les guerres que l'ONU a validées, notamment sur le continent africain et en Europe de l'Est? Combien de victimes ces guerres ont fait? Ils organisent les guerres. Ils planifient les finances. Après, vous disent, ils apportent l'assistance humanitaire à travers leur démembrement. De qui se moque-t-on? Il faut qu'on soit sérieux. La même chose qui se passe du côté de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'ONU ne peut pas dire qu'elle ne savait pas. L'ONU ne peut pas dire qu'elle ne savait pas que l'OTAN, l'Union européenne, sont en train d'installer des bases militaires clandestines en Ukraine. Comme il y en a sur le continent africain, même dans mon pays, il y en a. Des bases clandestines. Mais ils fonctionnent de pair. Puisque Paris, c'est le cheval de Troie, notamment sur le continent africain, dans l'espace francophone, au nom, justement, de l'interlocuteur qu'il est Paris, pour parler au nom de 15 pays, membres du franc CFA, de la zone CFA, de la zone CFA, oui. Au nom de sa place au Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc, Paris peut donc parler au nom des pays africains, au nom de ces pays africains. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour revenir donc aux choses plus sérieuses, l'ONU et la France, c'est la même chose, puisque c'est établi que la France, du point de vue diplomatique, est le porte-parole à l'ONU, n'est-ce pas, des pays de l'espace francophone. D'où ce fameux droit de veto que j'évoquais tantôt, d'où cette place au Conseil de sécurité. Raison pour laquelle Paris fait des pieds et des mains pour maintenir dans l'escarcelle france-africain, autant pour moi, ces 15 pays-là. Parce que si ces 15 pays-là sortent, n'est-ce pas, du giron, n'est-ce pas, impérialiste français, vous convenez avec moi que Paris n'a plus sa place au Conseil de sécurité avec droit de veto. Paris va devenir peut-être 4e puissance mondiale. Oui. Si des hommes pourraient même encore compter la femme parmi les puissances mondiales. C'est ça qu'est la question. Donc, justement, chaque fois que l'ONU veut organiser des crimes sur le continent africain, notamment dans l'espace francophone, l'ONU passe par qui? Il passe par Paris. Quand c'est plus compliqué, Paris par l'Union européenne. La preuve, c'est que Paris, Macron vient au Cameroun, mon pays, vous avez dans sa valise la partie de la diplomatie française, vous avez également dans sa valise le directeur, n'est-ce pas, des affaires européennes et étrangères. C'est-à-dire que Paris parle non seulement son nom propre, mais au nom de l'Europe. Et quand on parle d'Europe,
le n'est pas loin, le temps n'est pas loin. Albert Latounaïsi, ça ne vous a pas échappé au cours de ce week-end également, les populations maliennes ont caillassé les véhicules de la MINUSMA. Est-ce pour dire aujourd'hui à Barkhane et à la MINUSMA de quitter le sol malien? Je pense que c'est notre credo depuis plus d'une dizaine d'années, à savoir le démantèlement des bases militaires étrangères et des forces d'occupation sur le continent africain. Je crois qu'il est important. Vous avez vu l'iniquité qu'on a observée au dernier Conseil de sécurité à l'ONU qui consacrait la prorogation du mandat de la MINUSMA au Mali alors que les autorités maliennes n'en voulaient pas. Et n'en voulaient plus que de cette prorogation, de cette présence de la MINUSMA. C'est légitime. C'est la France qui a défendu d'ailleurs ce projet. C'est lui qui... Non, pas seulement défendu. C'est la France qui a introduit ces résolutions. Et elle a fait le lobbying pour que cela soit fait ainsi. C'est la France qui a introduit ces résolutions de prorogation. Pourtant, prorogation du mandat de la MINUSMA. Et vous savez qui commande la MINUSMA, n'est-ce pas, au Sahel? C'est un général français. Donc, je crois qu'aujourd'hui, en plus de cette guerre de souveraineté, de retour à notre souveraineté, notre indépendance totale et inconditionnelle, nous devons désormais mener une guerre contre les bases militaires étrangères sur le continent africain, nous devons mener une guerre contre les forces d'occupation qui polluent notre espace de vie. Tout à l'heure, dans la même tribune tout à l'heure, s'agissant d'une autre thématique, je vous ai indiqué que les populations congolaises, je parle de la République démocratique du Congo, ont caillassé hier la base logistique de la MINUSCO du côté de la haie du Congo. Parce qu'il est question de dépolluer notre espace de vie de ces forces criminelles. Aujourd'hui, moi je pense que dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais c'est l'Ukraine qui a le plus besoin de forces de stabilisation et d'interposition. C'est-à-dire, après ça, MINUSCA, tout ce que vous voulez, envoyez tout ça là-bas. Ils en ont le plus besoin, mais pas nous. Parce qu'en réalité, lorsque nous voyons aujourd'hui le Sahel, le Golfe de Guinée, qui sont devenus des zones instables, conflictogènes et conflictuelles, mais c'est le fait de qui? Mais c'est le fait des fabricants de terroristes. Et le fabricant de terroristes en chef, c'est les États-Unis. Et ça a eu pour conséquence quoi? La guerre qu'on a menée à Kadhafi avec son assassinat en Libye, ça a donc fait quoi? Ça a donc créé des moules à fabriquer des terroristes. Qui les arme? Qui les finance? Moi j'ai vu les vidéos qui circulent, notamment concernant l'arrestation des terroristes qui ont tenté justement de porter atteinte à la sécurité du camp Kati au Mali. J'ai vu des individus chétifs, amaigris, mais ça dit qu'ils ne sont même pas capables de prendre 3 repas par jour. Mais ils ont quand même des véhicules qui coûtent des millions de francs CFA. Ils ont une logistique qui coûte des millions d'euros. Mais d'où ça vient? Ça ne tombe pas du ciel, pour paraphraser dès le début, qui disait que les terroristes, ça ne tombe pas du ciel. La logistique qu'ils utilisent ne tombe pas du ciel. Et puis, c'est des gens qui se baladent dans les différentes frontières. Et dans ces frontières-là, vous en avez qui sont occupées par des forces d'occupation étrangères censées venir combattre le terrorisme chez vous. Allez donc y comprendre quelque chose. Merci à vous, Albert. Depuis le départ annoncé du Mali, les autorités françaises tentent de trouver de nouveaux alliés dans la région. Les liens noués avec le Niger ont donc immédiatement submergé ceux existants avec le Mali. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.